Alors, moi, je vous propose de venir vous installer, oui. Madame Sordet. Est-ce qu'on a un troisième micro? 2. Et celui-ci, c'est quoi? Je pense qu'on peut l'avoir. C'est trop gentil. Merci. Voilà. Oui, oui, il n'y a pas de problème, bien sûr, bien sûr. Je vous en prie, installez-vous. Venez vous installer là. Voilà, ne vous éloignez pas trop les uns des autres, ne me laissez pas seule, par exemple. Donc toi, tu prends ce micro, tu me donnes l'autre. Voilà, et Manu, je te donnerai le mien. Tu me donnes l'autre. On va le passer à Madame Sordet et puis à Guillaume. Voilà, mesdames et messieurs, on vous propose de continuer à faire votre vie, bien évidemment. On a juste un petit message à faire passer à la fois avec de la musique et puis avec de la parole. Oui, bonjour. Et en fait, je vais céder le micro à Emmanuel Hoff, qui va vous dire quelques mots autour de cette campagne. Qu'est-ce que c'est que cette campagne? Pourquoi toutes ces affiches? Et puis, pourquoi nous sommes là? Et puis, pourquoi ce plateau? Et vous allez voir, c'est sur des questions qui nous intéressent tous. Emmanuel Hoff. Merci Nadia. Bonjour à tous. Pardon, je serai du coup devant vous. Veuillez m'en excuser, mais pas très longtemps. Quelques mots simplement pour vous présenter Savoir c'est guérir. Savoir c'est guérir est une campagne nationale d'incitation au dépistage de l'hépatite C grâce à la musique, la créativité et le sport. Ce projet est né entre amis, entre chéris, Julie la marraine et ma compagne, et c'est souvent dans les cercles proches que nous portons nos projets et qu'ils s'initient. Un autre cofondateur, Frédéric Chaffray, un ami, autour d'une table un jour, un soir, on s'est retrouvés et 2 ans après, nous sommes là à porter quelque chose de national qui est en train de faire bouger les lignes. En quelques secondes, cette campagne regroupe autour de la même table des professionnels de santé, des artistes, des chefs d'entreprise, des créatifs, pour se dire que l'on peut éradiquer une maladie pour la première fois au monde, chronique, qui est l'hépatite C. Et d'ici 2025, nous sommes accompagnés par des bénévoles, par des partenaires comme SOS Hépatite qui nous permettent de pouvoir proposer de dépistage accessible à tous d'ailleurs. Aujourd'hui, toute la journée, c'est accessible, il suffit de venir les voir ici. Et en attendant, nous vous proposons une table ronde sur la thématique de la connaissance comme premier acte de soin, parce que nous nous appelons Savoir c'est guérir, et que l'on verra au courant de la table ronde que parfois se prémunir de choses graves, c'est le savoir bien avant qu'on soit obligé de prendre des traitements. Donc la connaissance pour nous est fondamentale. Savoir c'est guérir, c'est pour la partie hépatite C et tellement d'autres choses. Et donc je déclare ouverte cette première table ronde et je passe le micro à Nadia Aubin, journaliste, qui nous permettra de partager, d'interviewer et de rendre vivante cette table ronde. Merci à vous. Et en attendant, je vous propose d'écouter l'hymne composé et interprété par Julie, qu'il fait pour le projet, et la table ronde sera lancée tout de suite après.
Merci à vous. Alors, on a entendu déjà dans cet hymne, en fait, les mots savoir, c'est guérir. C'est un petit peu, et c'est même beaucoup, l'objet de cet échange que nous allons avoir maintenant, puisque on nous dit, voilà, d'échanger autour du thème savoir, c'est déjà un acte de guérison. Alors, on va voir comment c'est décliné par les uns et les autres. Et pour en parler avec nous, donc sur ma gauche, le docteur Christelle Sordet, si vous voulez bien prendre le micro de chez Guillaume. Voilà. Alors, vous êtes aussi à la tête de l'UTEP. En fait, c'est quelque chose qui nous concerne tous, mais on ne le sait peut-être pas. Moi, je vous propose de nous rappeler ce que c'est. Ça a été créé, je crois, en 2014, à l'initiative de l'ARS, Agence régionale de santé. Donc, peut-être nous rappeler ce dont il s'agit, pourquoi ça a été créé et pourquoi ça nous concerne, nous, pas les médecins, ça vous concerne vous, mais nous, en tant que citoyens, en tant que patients. Bon, bonjour à tous. Effectivement, l'UTEP, ça veut dire l'unité transversale pour l'éducation des patients. En fait, c'est dans l'idée de pouvoir aider les patients qui souffrent de pathologies chroniques, de faire en sorte que, quelle que soit la pathologie, on puisse mieux la connaître, qu'on puisse mieux comprendre ce qu'il en est, mieux appréhender les traitements, mieux les accepter et puis avoir une bonne hygiène de vie adaptée à sa pathologie. En fait, on est une unité de ressources pour aider les équipes à mettre en place ces programmes d'accompagnement. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il y a autour de vous, j'imagine, qu'on a aussi bien peut-être un hématologue, une équipe pluridisciplinaire. Alors, tout à fait. Nous, à l'UTEP, on est vraiment unité ressources, mais on aide les équipes pluriprofessionnelles, des médecins, composés de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'ergothérapeutes, kinés, psychologues... Voilà, et vraiment toutes les professions de santé qui sont représentées. Et puis peut-être j'imagine, je me dis peut-être des assistantes sociales ou tous ceux qui sont dans le domaine social, de la prise en charge éventuellement. Tout à fait. Ça me paraît logique en effet. Alors Guillaume Fati, quand vous allez nous parler de BioVallée. Hein, il y a eu un changement de dénomination depuis sa création. Donc vous avez en charge une grande responsabilité aussi, c'est celle des projets stratégiques de BioVallée. Alors on va juste rappeler ce qu'est BioVallée peut-être. Alors BioVallée, c'est un pôle de compétitivité. Donc c'est une association qui regroupe les acteurs de la santé, oui, qu'elles soient entreprises, laboratoires de recherche publique, les hôpitaux, les cliniques, les associations de patients, oui, avec comme leitmotiv, alors initialement, parce que ça date de 2005, la stratégie des pôles de compétitivité, qui était d'accompagner la compétitivité des entreprises par l'innovation. Donc les rendre plus compétitives par l'innovation, en les aidant à innover. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était en 2005. Depuis, les missions du pôle ont évolué et on est aujourd'hui à accompagner pas seulement la compétitivité des entreprises, mais la compétitivité des territoires. D'accord. Et donc le pôle accompagne des grands projets. Alors le dernier projet d'envergure est le projet Territoire de santé de demain, oui, qui est un projet qui est porté par l'Eurométropole de Strasbourg avec des acteurs. Oui. J'en avais cité quelques-uns tout à l'heure, mais on retrouve aussi bien des institutions publiques comme l'Agence régionale de santé, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'Université de Strasbourg, et puis des acteurs privés, des entreprises, des laboratoires de recherche publics, oui, avec comme leitmotiv de transformer l'approche de la santé sur un territoire en expérimentant des nouvelles approches. Alors on va rester là-dessus. Parce que pour l'instant, pour vous, c'est très clair, et ça l'est. Bon, on devine, on imagine. Alors, donnez-nous un exemple concret quand on dit on veut transformer l'approche de la santé sur un territoire. Un exemple. Un exemple, c'est de faire beaucoup plus de prévention. Okay. Favoriser, par exemple, l'activité physique adaptée pour les personnes qui souffrent de pathologies chroniques. Oui. Parce qu'on sait, par exemple, que l'activité physique réduit les risques d'épisodes aigus et réduit certains indicateurs comme la réhospitalisation, la prise de médicaments. D'accord. Et donc, c'est de trouver des moyens d'accompagner les citoyens pour qu'ils pratiquent de l'activité physique, même en prévention primaire, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de pathologie déclarée, mais de les sensibiliser à ce qu'ils aient des actions de prévention et qu'ils prennent soin d'eux. On est en fait dans une toute autre approche finalement de la santé aussi. Alors, Julie, il y a eu un cri d'enthousiasme là-bas. Juste au moment où je me suis tournée vers toi, alors on va dire que c'est pour toi. Voilà. Alors Julie, justement, l'engagement dans la campagne Savoir c'est guérir,
Est-ce que tu peux nous faire un petit, je dirais quelques mots, ne serait-ce que quelques mots, sur ta motivation? Là, on a un engagement de ta part en tant qu'artiste, mais il y a quand même un passé professionnel qui est le tien, qui est celui de pharmacienne. Alors moi, je me dis, il y a peut-être une relation entre les deux. Alors oui, en effet, il y a une relation entre les deux. Déjà, alors il y a mon côté chanteuse, effectivement, qui m'a fait me dire quand j'écrivais des chansons que pour moi, la musique sert à ça. C'est un vecteur de sujets et de sujets qui parfois sont tabous. Et l'artiste a aussi un rôle à jouer de ce côté-là. Et pour moi, c'était évident d'écrire des chansons sur ce sujet-là, qui est malheureusement trop méconnu et tabou. Après, effectivement, comme tu l'as dit, Nadia, j'avais une ancienne casquette avant. Alors, quand on l'a été un jour, on l'est toujours. J'étais pharmacienne. Et puis, c'est pas si loin. Voilà, ouais. Non. J'étais aussi pharmacienne. Alors aujourd'hui, je ne fais plus que de la musique, mais j'étais aussi pharmacienne. Et oui, j'ai été confrontée à des patients qui avaient l'hépatite C. Alors, à l'époque où j'exerçais, il n'existait pas encore ce fameux traitement. Et donc, c'était des gens qui étaient en vrai désespoir, non seulement physique, à cause de la maladie qui pouvait peut-être s'être aggravée, ou de traitements qu'ils avaient pris, parce que dans le temps, les traitements qui existaient étaient des traitements très lourds, mais aussi des problèmes plus psychologiques, des gens qui se faisaient rejeter de leur famille parce que on les montrait du doigt en disant ah bah tiens, t'as une hépatite C, c'est une maladie honteuse. Alors que je voudrais juste vous dire aujourd'hui que pas du tout, n'importe qui peut avoir l'hépatite C. Et c'est vrai que ce côté-là, je l'ai beaucoup ressenti dans mon métier aussi. Alors, c'est une maladie honteuse parce qu'on l'a toujours associée aussi à des pratiques sexuelles. Alors, des pratiques sexuelles, oui, mais alors ça, c'est pas forcément la majorité. La majorité des cas, c'est plutôt, on appelle ça un peu la maladie des toxicos, ou comme c'est une maladie qui se transmet par le sang, on a tendance à dire ce sont les toxicos, ce sont les tatoués, toute cette tranche de population. Voilà, un tatoué, il n'est pas pire qu'un autre, ou qui est pire qu'un autre. Oui. Tout ça pour dire que, en fait, non, parce que le sang, un partage de brosse à dents peut être contaminé. Alors, est-ce qu'on pointe du doigt quelqu'un qui se brosse les dents ? Oui. Alors justement, là, tu as parlé de la maladie, du sentiment, du côté tabou de la maladie, de la difficulté aussi en fait que rencontre le patient quand il apprend qu'il a cette maladie, et puis d'un médicament. Alors moi, ce que je vous propose, après ce premier tour de présentation, c'est peut-être qu'on aborde la question de la maladie. Enfin, de quoi on parle ? De quoi on parle aujourd'hui ? L'hépatite C, c'est quoi ? Alors moi, de ce que je sais, par vous, pour vous avoir accompagné un petit peu, c'est que c'est une maladie qui est sournoise, parce que elle se voit pas forcément, premièrement. Alors vous corrigez ce que je dis, parce que je crois qu'on est filmé. Il serait mauvais que de mauvaises informations circulent. Donc moi, j'ai retenu ça, une maladie sournoise, premièrement. Deuxièmement, c'est que même un enfant peut être atteint de cette maladie. Donc ça, justement pour ce qui est de pointer du doigt une catégorie plutôt qu'une autre, on oublie. Troisièmement, c'est que c'est quelque chose qui est absolument désastreux pour la santé. Enfin, moi, j'en ai vu quelques-uns dans mon entourage qui l'ont eu à un moment donné. C'est vrai que ça détruit la personne, et ça touche même dans la famille, ça détruit la cellule familiale. Voilà, c'est plus les conséquences de cette maladie-là, puisque l'hépatite C, c'est un virus qu'on attrape, qui s'attrape par le sang. Et après, il y a des gens chez qui la maladie n'évolue pas. Par contre, ça peut évoluer effectivement en cirrhose, en cancer du foie. Et ça, effectivement, c'est des choses qui sont désastreuses et peut-être même mortelles. Oui. Alors que là, le débat est aussi de se dire qu'on peut l'anticiper, et si on sait qu'on l'a, eh bien, il existe un traitement. Voilà. Alors, justement, et c'est-à-dire que quand elle intervient, c'est toute la famille qui est touchée aussi à la personne, mais ça change quelque chose dans la famille. Je l'ai vu. Et puis, l'autre point qui me paraît très important, c'est de dire que, justement, avant de parler de la prévention, c'est qu'il y a un traitement et qui est efficace. Moi, je vous soumets toutes ces idées-là, et vous êtes compétent peut-être pour nous éclairer sur la nature de cette maladie, sur ce que je viens de dire. Guillaume Fati, je sens que vous avez envie de parler. Oui. Allez-y. On parle souvent du patient, mais il y a souvent, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Julie, c'est les aidants. Les aidants, voilà, ce que j'appelle la famille, l'entourage. Et quand on parle de connaissances, c'est important aussi que les proches aient l'information pour accompagner un proche qui souffre d'une pathologie. Alors, on parle de l'hépatite C, mais moi, je ne suis pas un professionnel de santé. Je travaille pour développer des innovations pour répondre à des besoins.
Et nous, on voit la connaissance comme un facteur de croissance aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas forcément que des gens qui sont techniques, mais on a des patients, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des aides-soignantes qui sont à l'initiative d'innovation. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que si on ne forme pas les patients et les aidants dans leur pathologie, on peut inventer toutes les innovations qu'on veut, on ne sera pas aussi efficace. Et donc pour moi, la connaissance est un levier qui permet c'est dans le titre, hein, c'est un acte de soin, c'est-à-dire qu'on peut éviter certaines pratiques ou certains risques parce qu'on en a connaissance. Et c'est aussi un levier de croissance économique pour le secteur de la santé, puisqu'on va avoir des gens qui vont aussi produire de la valeur économique parce qu'à travers leur connaissance, ils vont pouvoir la transformer en innovation. Alors, quand vous dites connaissance, est-ce que vous faites, est-ce que dans votre tête, vous pensez à le fait de savoir sur cette maladie, le fait de savoir comment on peut ou la prévenir ou traiter? Oui, parce que du coup, on appelle ça le savoir expérientiel. On parle des patients experts, par exemple. Et c'est mieux. Oui. Pour moi, c'est effectivement une compétence qui est acquise parce qu'on a vécu une maladie, l'hépatite C, par exemple, et effectivement se baser sur ses connaissances pour apporter, la diffuser auprès du plus grand nombre. Et donc de savoir, par exemple, je prends un autre exemple sur le diabète. Un diabétique qui se fait une écorchure sur le pied, ça peut être très très grave, il peut en mourir, ou on peut l'amputer de la jambe. Il y a 300 amputations par an à Strasbourg de diabétiques parce qu'ils ont simplement fait une écorchure sur le pied qu'elle n'a pas été traitée. Donc si le patient avait accès à cette connaissance-là, on pourrait éviter un certain nombre de cas. Oui. En fait, on a bien évidemment envie de se tourner vers vous pour aborder cette question de connaissance ou d'information, de partage d'expérience. Parce que moi, ce que j'entends de vos témoignages également, c'est que ça ne concerne pas uniquement le patient, ça concerne la profession médicale que vous représentez, mais toutes les équipes qui sont autour de vous, sans doute même les institutions. C'est vraiment une connaissance finalement partagée. Mais je vous laisse quand même nous dire d'abord ce que vous voulez dire sur ce sujet-là, avec votre expérience. Mais effectivement, je rejoins ce que dit M. Faki. La connaissance est très importante, quelle que soit la pathologie qu'on envisage, aussi bien l'hépatite C que les autres maladies chroniques. Et je pense que c'est la première chose qu'on doit pouvoir transmettre au patient et faire en sorte que le patient progresse dans sa connaissance. Et j'ajoute effectivement, je suis vraiment d'accord pour impliquer les aidants ou impliquer, parce que les aidants, souvent, ça a une connotation vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer, par exemple. On sait très bien que l'entourage a un rôle très important et ils doivent aussi connaître la pathologie pour mieux vivre avec leurs proches. Parce que quand l'entourage connaît la maladie, il accepte aussi mieux les choses et ils arrivent à faire face ensemble. C'est ça l'idée. Donc voilà ce que je voulais dire sur la connaissance, ça c'est important. Après la connaissance, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir les choses, mais après il faut savoir faire face. Et on sait que c'est encore une étape au-dessus, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on sait qu'on fait, sinon on ferait tous tout bien. On mangerait 5 fruits et légumes par jour, on ferait de l'activité physique tous les jours, parce que ça on le sait, tout le monde le sait. Et pour autant, quand on regarde les chiffres de sédentarité en France, vous avez plus de 50% des gens qui sont sédentaires et peu actifs. Donc on est aussi dans l'idée de maintenant je sais, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie quotidienne pour effectivement repérer la plaie, donc savoir repérer, savoir qu'effectivement c'est grave, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais, qui je consulte, qui je vois et à quoi je dois être attentif. Et dans cette idée de connaissance, je me dis toujours qu'il y a le moment de l'annonce, le moment où l'on apprend qu'il y a quelque chose dans mon corps, il y a un virus, il y a quelque chose qui est difficile. Alors, j'imagine que vous êtes là aussi pour cet instant-là ou pas, autour du patient? Ah oui, bien sûr. Alors, l'annonce est très important parce qu'on sait que si l'annonce a été quelque part ratée, si je peux me permettre, eh bien, ça aura des conséquences sur toute la suite. Donc, c'est un moment très important qui est difficile, bien sûr pour le patient, qui n'est pas facile forcément non plus pour les soignants.
Oui. Parce qu'il peut y avoir, enfin voilà, c'est difficile, c'est un moment difficile. Il y a un avant, un après. Oui. Quand on annonce une maladie, on est entre guillemets normal, pas malade, et on passe dans le camp des malades. Et ça, c'est compliqué. Donc oui, l'annonce, on est effectivement là. On sensibilise aussi les équipes là-dessus pour essayer vraiment de en faire un moment un peu sacré, important, sur lequel on peut revenir aussi. D'où l'intérêt, par exemple, des prises en charge pluriprofessionnelles où le médecin va annoncer, mais ça peut être repris par une psychologue, une infirmière, une aide-soignante. Oui. Alors, Julie, moi, je me souviens d'une chanson, je ne connais pas toutes les paroles. Il me semble qu'il y a, ou un clip, justement, sur le thème de l'annonce de l'information. Et il me semble que cela t'avait été inspiré par un patient qui était venu chercher des médicaments. On peut le raconter ça ou pas? C'est trop tard, je l'ai dit. Non, pas du tout. Oui, bien sûr, l'annonce. Alors, j'ai eu plusieurs annonces, donc je sais pas. Non, mais il y a un patient qui est venu chercher chez toi des médicaments. Oui. Je crois qu'il avait une feuille, et puis il s'est senti rejeté. Enfin, il ne savait pas comment dire ça à sa famille. Il se sentait sale, il ne se sentait pas bien. En fait, c'était pas lui-même, c'était son épouse. Ah, ok, d'accord. C'était son épouse qui est venue chercher les médicaments pour lui, mais qui n'avait rien à voir avec l'hépatite C. D'accord. Et à un moment, elle me pose la question. Elle me dit, écoutez, est-ce que je peux vous poser une question? Je dis, bah oui, évidemment. Je suis là pour. Enfin, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est l'hépatite C? Ok. Alors j'étais déjà très impliquée dans la campagne, donc je me dis tiens, il n'y a pas de hasard. Et je lui demande pourquoi. Et là, elle m'explique que son mari venait d'apprendre qu'il était atteint d'une hépatite C, donc il devait avoir une cinquantaine, soixantaine d'années. Et en fait, elle m'expliquait qu'à partir de ce moment-là, il s'est fait rejeter de toute sa famille. D'accord. Alors que pour eux, en plus, ils étaient d'une culture où la famille, elle est hyper importante. Et c'était le monde qui s'écroulait sur eux parce que toute sa famille l'avait jugé. Parce qu'il s'était dit t'es un toxico ou je ne sais quoi, alors que pas du tout. Après, ça en aurait été un, c'était même pas la question. Mais en tout cas, il s'est fait rejeter donc de tout le monde et ils se sont retrouvés démunis parce que ni lui ni l'entourage n'avaient connaissance finalement de cette maladie. Comme ça pourrait être le cas avec d'autres maladies. En tout cas, en l'occurrence, l'hépatite C, il faut vraiment briser les tabous. Alors, connaissance, c'est un acte de guérison. Jusqu'à présent, on a vu sous l'angle de savoir ce que j'ai. Donc déjà, le savoir. Et puis, c'est aussi peut-être, puisque vous êtes là d'ailleurs, votre présence le prouve, c'est aussi de dire il y a des personnes qui vont m'accompagner. Il y a des personnes, je vais avoir affaire au corps médical, d'accord, aux médecins, aux pharmaciens, et ainsi de suite, à ceux qui sont dans l'innovation et la recherche. Mais il y a autour de moi tout un dispositif, je ne le sais pas forcément, mais c'est souvent au moment de la maladie qu'on le découvre, comme ce que vous faites, vous, Madame Sordet. Et ce dispositif-là, est-ce que vous trouvez que c'est assez connu ou pas? Oh non. Je crois que non. Non, malheureusement. Malheureusement, alors c'est aussi un autre axe de notre travail, c'est de faire connaître ça, et ça, je pense que c'est très, très important. Mais il y a beaucoup de travail là-dessus, parce que non, c'est connu dans certaines pathologies comme le diabète, peut-être où c'est un peu plus connu, mais dans des maladies autres ou plus rares, non. Non, pas suffisamment en fait. Non, alors, franchement, je pense qu'on peut peut-être au moment où vous ferez, je sais pas, un compte rendu de cette table ronde, on peut peut-être renvoyer sur votre site. Oui. Je n'ai vraiment pas. Bon, moi, je connaissais déjà avant, mais je n'ai pas eu de difficulté non plus à trouver des informations sur vous, sur vos missions, comment vous œuvrez. Et je pense que dans le soin de parcours, peut-être que c'est quand même intéressant de rappeler que cela existe, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas démuni, et qu'on est entouré par des professionnels. Alors Guillaume, tout à l'heure, vous disiez, la connaissance, c'est aussi, moi je dis maintenant avec mes mots, c'est que quand on est face à une problématique de santé, avec notre réseau, à la fois les startups, à la fois les chercheurs, les universités, etc., ça nous fait aussi avancer, nous, dans ce que, je dis avec mes mots, ça nous fait avancer dans ce qu'on peut proposer comme solution. Ça génère, je ne sais pas, vous avez dit chiffre d'affaires ou je ne sais pas quoi, ou c'est moi qui le dis là? Ça génère finalement une production d'outils, de solutions, qui sont aussi de l'économie, qui est pour un territoire, et puis des outils et des solutions au service du patient. Alors c'est compliqué de donner un chiffre, mais... Des exemples, pas de chiffres. Allez, exemple d'application. Par exemple, vous avez 2 anesthésistes, un des hôpitaux universitaires de Strasbourg et un autre de la clinique Réna.
Oui. qui utilisent de l'hypnose médicale Oui. en bloc opératoire pour des petites opérations pour remplacer, alors soit remplacer totalement ou partiellement la sédation du patient par du médicament. Oui. Et donc, ils se sont dit à un moment, bon, aujourd'hui, je passe pendant 1 heure à côté d'un patient et je dois lui parler pendant 1 heure pour le maintenir en état d'hypnose. Est-ce que la réalité virtuelle pourrait pas être une technologie que je pourrais appliquer, qui pourrait du coup me permettre d'utiliser l'hypnose médicale en parallèle, dans plusieurs blocs, sans avoir à être mobilisé, parce que enchaîner 5 ou 6 opérations dans la journée, c'est très fatigant psychologiquement pour un anesthésiste. Est-ce que la réalité virtuelle n'est pas une solution ? Donc ils sont venus avec cette idée-là, ils ont développé cette idée et ils ont créé une start-up qui aujourd'hui commercialise cette solution-là. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est issu de la recherche de l'IRCAD. C'est la start-up Visible Patient qui a développé une solution qui permet de reconstruire un modèle 3D d'un patient à partir de son imagerie médicale et qui permet du coup aux chirurgiens en préopératoire de planifier le protocole de l'opération, mais du coup sur le modèle du patient. Avant, c'était des protocoles standardisés. On ouvrait le patient et puis on s'adaptait en fonction de ce qu'on trouvait. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, à travers cette solution, il s'est dit, bah tiens, je peux l'utiliser pour le chirurgien, mais je pourrais permettre aussi au chirurgien de l'utiliser pour dire au patient ce qu'il va subir. Donc voilà, des gens qui ont des idées qui se transforment après, et la technologie n'est qu'un moyen. Et on discute avec le professeur Sordet sur l'éducation du patient pour justement aussi utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir diffuser de la connaissance, parce qu'aujourd'hui l'accès à l'information, elle est assez simple. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez et vous trouvez de l'information. Alors après, il y a la qualité de l'information. Il faut faire attention à la source, toujours. Et je prends l'exemple de ma femme qui était enceinte, qui savait qu'elle allait avoir une césarienne. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée sur Google, elle a tapé césarienne et elle a trouvé tous les cas de césarienne qui se sont mal passés, qui doivent représenter quelques petits pourcents des césariennes qui se passent. Mais du coup, elle a commencé à stresser, elle a commencé à appréhender ce moment-là. Alors que statistiquement, alors j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on doit être autour de 95% de césariennes qui se passent bien. Mais du coup, l'accès à l'information, on parlait de la connaissance, mais l'accès à l'information, elle est simple. Par contre, faire la différence entre la bonne et la mauvaise information, c'est aussi un enjeu pour la société. Oui, c'est pour ça que je dis attention, et ça c'est un réflexe journalistique, attention à la source, parce que si tout un chacun met de l'information, il vaut mieux aller sur des sites entre guillemets autorisés. Si on veut voir ce que fait l'IRCAD, on va sur l'IRCAD, on va sur votre site et ainsi de suite, si possible. Vous vouliez rajouter quelque chose sur le sujet ? Oui, tout à fait. Je pense que la technologie est un des moyens qu'il va falloir développer de plus en plus, notamment dans l'information, la connaissance, l'acquisition de compétences pour les patients ayant des pathologies chroniques. Parce que si au CHU, les équipes ont développé beaucoup de programmes dans plus de 30 maladies différentes, tout le monde ne peut pas toujours revenir au CHU, et puis les gens habitent loin. Donc je pense qu'il faut aussi pouvoir apporter des choses à distance. Ça, ce qu'on appelle la e-santé ou la IETP, éducation thérapeutique, ça c'est quelque chose qu'il faut penser absolument pour l'avenir. Alors moi je vous propose d'aborder maintenant, avant le chapitre final, la question de la prévention. Donc voilà. Alors tout à l'heure, par exemple, Julie nous a dit, partager sa brosse à dents avec quelqu'un, si on a le virus, oui, c'est contaminant. Alors il faut quand même rappeler quelle est la durée de vie du virus. Alors le virus reste actif dans l'air ambiant pendant 3 jours. Dans l'air ambiant. Dans l'air ambiant. Ça veut dire qu'une brosse à dents qui est contaminée le matin, pendant 3 jours, si on se brosse avec et qu'il y a un partage... Parce que quand je dis brosse à dents, c'est parce que quand on se brosse les dents, on saigne souvent. Donc forcément, on est très vite confronté. Il y a d'autres exemples. Un ring de boxe, par exemple. Un ring de boxe, il peut y avoir une goutte de sang. Quelqu'un qui va, durant toute la journée, sur ce ring, on aura du sang qui sera... Et puis, on peut très facilement se contaminer. 3 jours. C'est énorme. Le VIH, c'est quelques secondes. C'est pour ça aussi qu'il y a une contamination qui est très importante, en fait. Alors, quand on parle de prévention, donc, il y a effectivement peut-être
à orienter l'attention de nous tous, que nous sommes, envers des gestes comme ça quotidiens simples, c'est-à-dire dans l'hygiène, dans tout, faire attention à certaines choses. Et puis il y a aussi, peut-être que vous voulez en dire un mot là-dessus sur ce qui vous paraît important en termes de prévention sur cette maladie à dire. Moi, je peux. Oui. Je me suis fait dépister avant. Je suis allé dans la caravane, donc j'invite les gens. Alors, est-ce que c'était traumatisant ? C'était pas traumatisant, au contraire. Ça se passe comment, le dépistage ? C'est une goutte de sang qui est prise et qui est du coup avec un réactif qui prend 25 minutes à peu près à réagir. Ok. Mais et vous savez. pendant ces 25 minutes-là, on est pris en charge par le Troder, c'est ça, le Troder, qui du coup nous explique la maladie, nous explique comment elle se transmet, comment on peut s'en prévenir, que ça se guérit très bien aujourd'hui, et nous pose un certain nombre de questions pour aussi nous sensibiliser. Alors c'est des questions qui peuvent être assez cash. Est-ce que vous vous droguez, est-ce que vous êtes fait tatouer, est-ce que vous avez eu des piercings, etc. Mais du coup, ces questions-là permettent à chacun aussi de se dire « Ah bah oui, tiens, j'avais pas identifié ce facteur-là. Oui. » Et l'exemple de la brosse à dents, c'est vrai que je me suis pas posé la question de l'utilisation de la brosse à dents de ma femme ou de mes parents. Oui, absolument. Parce que ça peut arriver que, tiens, j'ai dormi chez mes parents, j'ai pas pris ma brosse à dents, je vais prendre celle de mon père. Mais c'est un comportement peut-être à risque. Alors, il faut le savoir. Donc voilà, la prévention, c'est aussi anticiper. Et aujourd'hui, sur d'autres sujets, on en discutait avec d'autres personnes. On parle beaucoup des seniors. Oui. Les seniors qui sont polypathologiques et qu'on veut faire de la prévention pour les seniors. Oui. En réalité, la prévention, elle doit se faire à peu près à mon âge, autour de la quarantaine, parce que ça sera trop tard une fois qu'on sera senior. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper très tôt et il faut le faire tout au long de sa vie. Oui. La prévention, c'est une habitude de vie à prendre. Donc c'est une habitude de vie à prendre, à interroger régulièrement l'état de sa santé, peut-être à des étapes comme ça de la vie. La prévention, bon là, vous avez cité le cas de tout simplement du test de dépistage. Julia nous a donné un exemple pour les gestes quotidiens. C'est peut-être aussi venir vous voir si on a un doute, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être le cas ? On vient vous voir, on pose des questions. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser ces questions qui, je suis d'accord, est parfois assez tabou et les gens n'osent pas l'aborder. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut que les gens osent aborder le sujet et que les professionnels de santé devancent parfois aussi ce sujet-là. Alors moi, j'ai l'impression qu'au-delà de certains gestes ou pratiques sur lesquelles on peut dire attention, partage de la brosse à dents, etc. Il me semble que la meilleure peut-être façon de savoir et de prévenir, c'est quand même de parler avec son médecin si on a un doute. Est-ce que ça peut être ça ? Parce que je ne sais pas si on peut recenser toutes les situations où l'on peut attraper le virus. Évidemment, il faut en parler avec le médecin parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce virus, on peut l'avoir attrapé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, sans le savoir. Comme tu as initié le débat en disant que c'est une maladie qu'on appelle silencieuse. C'est une maladie sans aucun symptôme, où les symptômes qu'on peut avoir, c'est de la fatigue, mais qui n'est pas fatigué. Enfin, des symptômes qui sont qui peuvent paraître assez anodins et qui peuvent concerner n'importe qui d'entre nous. Donc du coup, on n'est pas alarmé. Ça veut dire que cette maladie, on peut l'avoir attrapé, enfin ce virus, on peut l'avoir attrapé il y a très longtemps. Et les situations à risque, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis ça peut être, alors évidemment, avant toute l'histoire, le scandale du sang contaminé, parce qu'on peut avoir été atteint avant 89. Aujourd'hui, on ne sait pas. On peut avoir eu un jour une prise de sang, une transfusion, quelque chose avant qu'on a oublié. Et aujourd'hui, c'est ces personnes-là qu'on cherche. C'est des personnes qui s'ignorent et qui n'imaginent même pas pouvoir être contaminées.
Parce que pour eux, ils s'estiment sans n'être pas quelqu'un à risque. Et c'est toutes ces personnes-là qu'on cherche. Je ne sais plus la proportion de gens on n'arrive pas à retrouver l'origine de la contamination, mais c'est simplement parce que ça peut avoir été contracté il y a très très longtemps. Donc évidemment qu'on peut aller chez son médecin, on peut lui poser la question et se dire mais tiens, est-ce que potentiellement j'ai été contaminé? La réponse est oui, évidemment. Donc c'est que chaque adulte devrait se dépister au moins une fois dans sa vie. Et après, s'il se retrouve confronté à des situations à risque, mais ça, il en aura conscience parce que maintenant, il connaîtra le virus, et ben, il se refera dépister. Il ne s'agit pas de se dépister tous les ans, il s'agit au moins de se dépister une fois quand on n'a pas le souvenir d'avoir été dépisté. Donc en fait, finalement, c'est par exemple à un moment donné, ne pas oublier si l'on a, on rend visite à son médecin, on rend visite, quelle belle expression, on parle de consulte, peut-être de poser la question, docteur, tiens, pourquoi pas, je ne sais pas où j'en suis maintenant, je sais qu'il y a un médicament, un bon traitement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le point là-dessus? Sur la question des personnes contaminées avec la transfusion sanguine, j'en ai une que je connais très bien, dans la maladie, l'hépatite C s'est déclarée à l'âge de 72 ans. Donc, c'est juste, je confirme. Et vous voulez dire quelque chose? Juste rajouter, alors si on m'a bien formé, en plus, si on a identifié qu'on a eu un facteur de risque, il y a des traitements qu'on peut prendre dans les 48 heures qui suivent le moment à risque, avec un traitement préventif qui, du coup, permet de limiter le développement de la maladie. Ok. Alors, moi, ce que j'aimerais bien qu'on aborde maintenant, c'est toujours dans l'idée de la prévention. J'imagine que les uns et les autres, vous avez encore d'autres idées, peut-être des projets en cours, et je me suis dit, puisque nous avons avec nous cette campagne, il y a quand même, c'est le moment de dire que, une des façons de prévenir, c'est aussi ces appels, ces messages qui sont portés par cette campagne, à travers la musique, qui est quand même un vecteur extrêmement fédérateur, et à travers aussi l'implication, bon, tu es la marraine de la campagne, mais il y a aussi Pierre Rouen, qui est un champion olympique. Donc à travers aussi l'implication de sportifs, à travers l'implication d'entreprises, à travers l'implication de BioVallée. Vous voulez peut-être en dire un mot sur le partenariat? Sur le partenariat, on en a déjà parlé un petit peu avant, mais c'est de porter le message par le prisme de l'entreprise. Ou des institutions, mais en disant prenez soin aussi de vos employés, prenez soin de vos collaborateurs. D'ailleurs, c'est une obligation. Oui. On verra ça tout à l'heure. Du coup, d'avoir une démarche aussi proactive et pas juste de suivre des lois. Mais plutôt dire, voilà, nous, on est une association, on veut prendre soin de nos membres. Alors, nos membres, c'est des personnes morales et pas physiques. Mais du coup, en leur disant, vous êtes important pour nous, mais vos collaborateurs doivent être importants pour vous. Donc, porter ce message-là. Et je voulais juste aussi rajouter, je vous en prie. L'approche culturelle est aussi pour sortir un peu de cette idée qu'on a, c'est que forcément la connaissance, l'éducation, c'est punitif, c'est chiant. Et de trouver d'autres leviers. On va censurer le mot que vous venez de dire. Ouais, mais je l'assume. Non. Mais du coup, c'est de dire aussi, on peut trouver du plaisir, on peut trouver l'idée, c'est de ne pas être alarmiste, quoi, aussi. Pas être alarmiste, mais aussi de dire, on peut prendre du plaisir à trouver de l'information, à être formé. Et c'est aussi un enjeu d'essayer de trouver d'autres méthodes d'information par la musique, par le jeu, par la culture, qui du coup ne sont pas un cours magistral, un professeur qui enseigne à ses élèves, mais d'égal à égal, ou en tout cas dans un milieu qui est un peu différent que la relation professeur-élève. Ok. Alors juste avant de conclure, justement, Julie, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire, et pas moralisateur. Ce que Guillaume est totalement juste, et le but justement de cette campagne, en ouvrant sur des valeurs de culture, de sport, de créativité, etc., ce n'est pas le côté moralisateur de la blouse blanche, parce que ça passe pas, et ça passe différemment, ça passe plus, les gens n'ont pas envie de ça, et je crois que là c'est juste de montrer qu'on est tous pareils, et d'enlever ce côté moralisateur en disant mais en fait prenez soin de vous, et
et prenez soin de vos proches. Hein. Voilà. Alors avant de boucler, si vous avez envie de dire encore un mot, pensez-y, et vous aussi, Dr Sordet. Alors Julie, justement, juste pour vous avoir un petit peu accompagné au départ, là, ce printemps sur la campagne, je me souviens que tu donnais des chiffres sur le nombre de personnes finalement que tu as sensibilisées lors de tes concerts de musique. Il y avait, enfin je l'avais écrit mais j'ai oublié. C'est pas grave. Non mais tu donnais des change. chiffres. Je n'ai pas envie de donner des chiffres qui sont pas justes. Donc tu disais, voilà, c'est tant de concerts de musique, c'est tant de personnes. Tu vois, sensibiliser. Je pense que c'est intéressant de les rappeler. Bien sûr, c'est intéressant, c'est important. Alors effectivement, durant l'année 2019, 2019, je pense 2019, que j'ai dû, oui, on est en 2019, 2019. J'ai dû sensibiliser 60 000 personnes à peu près. Alors l'idée aussi de cette campagne, c'est vraiment comme on le fait aujourd'hui, c'est de vous parler, de vous sensibiliser sur tout ça, parce que c'est un peu, moi, la technique du marteau, en fait, c'est de vous faire comprendre et de vous faire entendre cette importance du virus de l'hépatite C pour que vous vous disiez, bah, tiens, ça y est, l'hépatite C, j'ai compris, c'est un virus, je peux l'avoir, mon ami peut l'avoir, on peut en guérir. Et que, en fonction de ça, voilà, vous allez peut-être entendre, moi, demain, à un concert, vous passez ce message. Aujourd'hui, sous ce dôme, vous passez le message. Demain, chez BioValley, au match de foot, je ne sais où. Et après, quand vous allez être chez votre médecin, vous allez lui demander de vous dépister de l'hépatite C. Voilà le but de cette campagne. Et puis, si on ne va pas chez le médecin, est-ce qu'on peut s'adresser à SOS Hépatite ? Oui, bien votre sûr. Partenaire oui, bien sûr, SOS Hépatite. Alors, il existe aussi des CGIT qui sont un peu partout en France. Il y a plusieurs centres où on peut se dépister, en sachant aussi qu'on ne se dépiste pas que de l'hépatite C, on se dépiste en général aussi du VIH et des autres hépatites. Donc oui, il y a plusieurs centres. Après, l'idée, on n'est pas en train de vous dire allez-y tout de suite. Non, l'idée, c'est vraiment que vous ayez ça et que vous alliez chez votre médecin lors de la prochaine consultation et que vous rajoutiez le dépistage de l'hépatite C. En fait, l'idée, c'est que ça s'intègre dans une démarche de réflexion régulière, globale. Que ce soit quelque chose d'intégré dans la réflexion de la personne. C'est le moment de nous séparer. Vous avez envie de dire quelque chose, Guillaume ? Vous avez certainement encore un message. J'aurais plein de choses à dire. Je crois que ça se voit. Non, on est persuadé que le citoyen est un vrai moteur de la santé dans toutes ses dimensions. D'ailleurs, un citoyen, c'est pas. On peut être citoyen médecin, on peut être citoyen travaillant dans une entreprise, on peut être chanteur, on peut être parent, on peut être enfant. Et on est persuadé que le citoyen est aussi un moteur d'innovation en santé. Donc on est de plus en plus, et c'est peut-être aussi un des effets de la révolution du numérique, c'est que du coup l'innovation est devenue, se diffuse de plus en plus. Et voilà. Donc, mais encore faut-il que les gens aient la connaissance pour pouvoir le faire. Et donc cet enjeu de la connaissance, qu'il soit acte de soins ou qu'il soit moteur de croissance, il faut que les gens commencent à changer l'état d'esprit des gens et passer d'un modèle de consommateur à acteur, être pas que consommateur de sa santé, mais aussi acteur de sa santé. Acteur de sa santé. Christelle Sordet. Je vais aller dans le même sens que Guillaume Faki. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut bien avoir notion que quand on est malade, il y a beaucoup d'équipes qui sont autour de ces patients pour les aider, pour vraiment leur donner la connaissance, les compétences, pour qu'effectivement ils soient acteurs de leur santé, qu'ils puissent se prendre en main eux et qu'ils soient en partenariat avec les médecins et les équipes soignantes. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Maintenant, on travaille dans une alliance thérapeutique, dans une alliance de partenariat et pas une relation de professeur à élève. Et ça, c'est tant mieux si ça change. Une chose aussi importante, sachez que souvent dans les équipes d'éducation thérapeutique, on a des patients experts. Et ça, c'est aussi très, très important puisque ça permet aussi un bon partage d'expérience entre les soignants, les patients. Et puis, c'est souvent un déclic aussi pour les patients pour se prendre en charge correctement. Merci. Julie.
Oui, alors je voudrais juste rajouter une petite chose d'une expérience qui m'est arrivée à un concert. J'ai donc interprété l'hymne « Savoir c'est guérir ». Et suite à ça, j'ai une femme qui est venue me voir. Elle m'a dit merci parce que grâce à vous, grâce à ce que vous avez dit, ma mère, c'est donc sa maman, avait eu un cancer du sein. Oui. Et elle lui a dit elle ne veut pas faire ses tests de contrôle, etc. Elle refusait parce qu'elle avait peur de malheureusement de la réponse. Et en fait, avec Savoir c'est guérir, elle m'a dit, mais ça lui a ouvert les yeux en se disant, mais si je sais, je vais peut-être guérir, parce que si je fais trop tard mes tests, ce sera peut-être justement trop tard, le cancer il sera peut-être revenu, mais ce sera peut-être trop développé. Donc tout ça pour dire que Savoir c'est guérir, je crois que c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Alors évidemment pour le sujet de l'hépatite C, pour d'autres maladies également, même si malheureusement on ne peut pas guérir tous les cancers ou toutes les maladies, mais le problème reste vital. Cette question de la prévention et de savoir et de prendre soin de soi reste vitale, parce que plus tôt on sait les choses et on se prend en main, et on prend en main tout ce qu'on aime, meilleur, je pense, sera l'issue. Et c'est déjà la première partie ou la première phase du patient acteur finalement. Hein. Voilà, écoutez, merci à vous mesdames, à vous Guillaume, merci aussi à vous qui êtes restés nous écouter. Nous allons reprendre sur un tout autre thème à 16h, n'est-ce pas Emmanuel? Voilà, on va vous rendre le micro, merci. Vous pouvez les... Voilà. Madame Sordet, merci de votre présence. C'était d'une grande valeur et ça nous apporte beaucoup de légitimité, donc merci beaucoup. Guillaume, merci aussi. Julie, bien sûr. Et Nadia, merci pour l'animation de cette première table ronde. Et effectivement, on se retrouve tout à l'heure à 16h pour une deuxième table ronde et nous allons lancer d'ici très peu de temps un atelier pour les enfants de transformation en super chérubin. C'est-à-dire qu'en faisant une décoration de Noël, on va pouvoir apporter ça sur son sapin avec un petit message à destination des parents qui est « Si tu me promets de prendre soin de toi, je te promets d'être sage en 2020 ». Parce que les enfants et les grands-enfants ont aussi, finalement, et c'est peut-être le plus beau vecteur qu'on puisse trouver sur la maladie, sur le bien-être et surtout l'amélioration de la santé. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième table ronde et en attendant, passez encore une très bonne après-midi. Et si les enfants vous avez envie de faire une belle décoration de Noël pour votre beau sapin, c'est ici dans 5 minutes. Et j'ai failli oublier, nous avons une borne interactive qui est derrière vous, qui vous permet de répondre à quelques questions de façon décalée ou humoristique ou sérieuse et qui peut nous aider vraiment à partager le message. Merci à Nouvelle Cuisine qui nous a permis d'avoir cette borne et qui le fait en tout partenariat. Merci beaucoup. Et nous remercions le Fab Lab qui est là aussi pendant toute la période, qui nous a permis de confectionner des sigles de notre campagne en bois. Et c'est grâce à ces sigles que nous pouvons faire cet atelier pour les enfants. Donc merci au Fab Lab, merci à Nouvelle Cuisine et merci au DOM de la Cresse et du Marché Off.